Pirater, c'est légal. No Limits. Radio Pirate. Les Pirates News vous sont présentés par... Vous voulez vendre ou acheter une propriété avec l'équipe de Frédéric Masson, courtier Remax? Fred est disponible sur les 2 rives de la grande région de Québec. Un pirate d'expérience au service des pirates. Depuis 2005, Fred, c'est 4000 familles servies avec succès. Avez-vous les moyens de vous tromper? FrédéricMasson.com. Voici les radios Pirates News avec Jeff. Ça fait depuis 4h30 cette nuit que j'ai le goût de faire des podcasts avec vous autres, donc on est en pleine shape. Ah oui. Je sais pas, j'avais le goût de commencer le bonheur. J'avais le goût de... J'étais prêt. Plein d'affaires dans ma tête. Est-ce qu'on est prêt? Let's go. Ben oui, let's go. Mr. White est prêt. Jerry est prêt. Est-ce que Tiger est prêt? C'est la question. Non, Tiger n'est pas là. Tiger n'est pas arrivé encore. Bon. Mon nom est Jeff Fillion. On est tous là. Mr. White dit qu'il s'est réveillé à 4 heures. C'est réveillé à 4 heures? Ouais, j'ai comme, je sais pas, j'ai comme de quoi dans mon sommeil qui est bizarre. Mr. White, il dort plus. Ben, depuis que Depuis j'ai eu mon affaire de tu pied, as joué là. au super-héros? Ouais. Depuis que j'ai ça, je te dirais que il y a des affaires que... C'est parce qu'on dirait que mon corps est en réparation perpétuelle depuis septembre. Là. Puis mon médecin du dos, il me l'avait dit, hein, parce que moi, j'ai eu une vertèbre écrasée. Puis là, il m'avait dit, tu vas voir, il dit, cette vertèbre-là, il dit là, elle va se remettre en place, mais elle dit, c'est pas comme si c'était un mécanisme qui allait remettre ça en place. Là. Il dit, ça va se faire naturellement, mais il dit, ça va être super long. Il dit, tu peux t'en ressentir pendant 1 an. Fait que là, à tout moment, j'ai comme une douleur, un moment donné qui arrive, qui repart. Puis à un moment donné, pendant une semaine, je ne sens rien. Puis à un moment donné, là, je sens que ça tire quelque part. Puis là, je me vire dans mon lit, puis ça fait mal. Il y a toutes sortes de... Écoute, je suis en réparation. Là. Ah, je regarde. Moi, pour d'autres raisons, des fois, on dirait que... Hey, encore, ma pression est tellement belle. Crif que ma pression est belle, MC, hein? J'ai quasiment la même pression que ma femme. Je ne sais pas ce qui se passe. Mon 2e chiffre est tellement beau. Je suis là, mais voyons donc, je donne bien une belle pression. Moi, c'est donc bien belle, ma pression. Là, qu'est-ce qui se passe? Donc, aujourd'hui, on va commencer par toutes sortes de patentes, toutes sortes de sujets, toutes sortes de... C'est sûr que maintenant, on sait comment ça marche. J'ai demandé à Grock un matin, j'ai dit, bon, Grock, fais-moi le tour des nouvelles du Québec. Dis-moi ce que les gens parlent au Québec, puis tout ça. Puis là, je me disais, ouais. Dans la liste des sujets, il y avait Caroline Proulx. Là. Mon feeling, c'est que Grock est bien fin, là. Mais je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de monde au restaurant un matin qui parle du départ de Caroline Proulx. Mon feeling, c'est que c'est pas là que ça se passe tellement. Donc, c'est plus... tu sais, avant, on garochait toutes sortes d'affaires. Mais là, maintenant, les gens, quand il y a un sujet, ça devient le sujet. Et toutes les autres deviennent un peu secondaires. Donc là, c'est quoi, vous pensez? C'est la guerre. La guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être le prix du gaz plus cher. Le prix du gaz plus cher, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être la bouffe plus chère. Ça veut dire un paquet d'affaires plus cher. Parce que le gaz monte. Jerry, il semble y avoir une petite pression sur le prix du baril de pétrole, je pense. Ou t'as sur les 16 piastres. Là. Sur les 16, il y en a qui s'attendent à peu près à 80 dans les prochains jours si ça continue. Bon, regarde... Mais c'est drôle de voir... Juste dire, c'est drôle de voir certains gauchistes s'inquiéter de 5-6 cents de hausse du litre. Là. Oui, alors que quand il y a une bourse du carbone puis de patente de même, ça ne le dérange pas. Ils s'en calissent. Oui, quand il y a des taxes, quand on lui parle des taxes du gouvernement, quand Éric Duhem demande au gouvernement d'enlever la bourse du carbone pour enlever 12-13 cents le litre, ça, c'est plus important. Ça. D'ailleurs, les grosses augmentations qu'il va y avoir dans les prochains mois, ça n'a rien à voir avec la guerre en Iran en passant. C'est infligé par le gouvernement du Canada qui va mettre une taxe supplémentaire. On dit que le prix du diesel pourrait augmenter de 20-25 cents prochainement juste par les règles du pays. En passant, pendant que le premier ministre du Canada qui était... Il est au Canada des fois, lui? Il est jamais au Canada. Donc, le premier ministre du Canada était en Inde pour annoncer que l'argent des retraités du gouvernement va servir à investir des affaires dans des patentes green. En Inde, on parle de 100 milliards d'investissements en Inde avec toutes sortes d'histoires dures à suivre, mais des patentes de panneaux solaires, des histoires de batteries, des patentes de matériaux rares, tout ce que vous voulez.
En Inde, j'ai de la misère à suivre, là, j'ai de la misère à suivre ce qui se passe, là. Mais et sans oublier qu'hier, ils ont pédalé par en arrière sur l'histoire avec les États-Unis et Israël sur l'Iran. Ils ont pédalé par en arrière, la gang de salauds. Juste vous dire que notre pays préféré en ce moment en Europe, l'Italie, la madame a reculé sur les patentes green, de carbone, tout ce que tu veux. Donc, on est de plus en plus à part, de plus en plus isolé sur l'histoire du prix du pétrole relié à des patentes de carbone. Je sais que Carney, le fédéral, on a enlevé, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent pareil avec le fédéral. On a fait une genre on a maquillé quelque chose pour les élections, on a maquillé quelque chose pour essayer de jouer et de patauger dans les points importants de Pierre Poilievre. Mais ils sont à surveiller ces sacrements-là parce qu'ils sont dans la grinitude bord en bord. Donc, c'est probablement ça le sujet. Donc, les gens sont sur le prix du pétrole, puis ils sont comme inquiets. Je veux juste vous dire une chose, c'est quand le prix du pétrole est à 60 $ ou 57 $, le litre d'essence est toujours à 1,45 $, 1,47 $ pareil. Ça, c'est bizarre. On devrait s'inquiéter là. C'est là qu'on devrait s'inquiéter. C'est là qu'on devrait se poser des questions. Pourquoi le prix à la pompe n'est pas directement relié au prix du baril? Et là, on a le prix du baril où il y a un peu de friction dessus en raison de la guerre. Pas autant que les gens n'auraient pensé en passant. Parce qu'il y a 3-4 jours, les gens pensaient qu'on allait quasiment aller frôler le 90$. On est toujours, donc, tu me disais, à 60 et... On est sur les 16 67. à seconde. Sur les 16? Ouais. Donc, sur les 16. Il y en a qui disent qu'on sera aux alentours de 80, peut-être, si ça continue de brasser. Là. Parce que le nerf de la guerre, vous savez, c'est quoi? Le nerf de la guerre, c'est que il va y avoir une pression sur le pétrole à cause du détroit de... Orman, c'est quoi le nom du détroit, Jerry? Le détroit d'Ormuz. Okay. C'est ça, exact. Donc, en français, on le met avec un O, en anglais, si vous le voyez, un H en avant. Mais c'est le détroit qui n'est pas très large. C'est une genre il y a comme une pointe de l'autre côté de l'Iran qui s'en va vers l'Iran. Ce genre c'est un détroit naturel. Ce n'est pas quelque chose qui a été fait comme le canal de Panama. Là. C'est quelque chose de naturel qui est là. Mais c'est beaucoup plus mince. Et dans ce coin-là, donc, les Iraniens ont mis beaucoup de forces militaires parce que si jamais ils ont besoin de bloquer le pétrole, parce que c'est 20% du pétrole mondial qui passe à chaque jour dans ce détroit-là. C'est ça. Donc, très, très, très stratégique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a rien qui sort de là, puis c'est pas que les Israéliens, pas les Israéliens, mais c'est pas que les Iraniens attaquent en ce moment, c'est pas lié à la guerre, c'est juste que le fait que beaucoup de pétroliers, beaucoup de bateaux de pétrole, donc les capitaines et les compagnies de ces bateaux-là ont peur de se promener dans ce coin-là parce que c'est extrêmement dangereux. Donc, ce que ça fait, ça veut dire que la Chine et l'Inde sont directement approvisionnés par le détroit en question. Donc, le pétrole, la Chine, je pense que c'est, je me trompe dessus, si c'est 20 millions de barils de pétrole par jour. Si je vous donne ça comme chiffre que j'ai dans ma tête, là, mais je sais que c'est une grosse quantité. Là. C'est genre, c'est quasiment genre 80% du pétrole de la Chine qui passe directement par là. Ensuite, même chose pour l'Inde. Puis, tu sais, ils vont se tourner vers la Russie. Non, la Russie n'est pas capable de fournir le manque à gagner. Japon aussi. Donc, Japon. Donc, quand même trois gros pays importants. Donc, Chine, ça peut être un problème. Donc, ça veut dire quoi? Problème de quoi? Ça veut dire problème d'inflation pour ces affaires-là, production qui se fait à partir de là, les bateaux qui partent, etc. Donc, il y a un paquet de choses qui est en jeu. Et l'autre affaire, c'est que juste l'autre bord, vous avez quoi? Vous avez l'Arabie Saoudite. Donc, l'Arabie Saoudite est juste de l'autre côté. Et l'Arabie Saoudite, tous les bateaux de pétrole partent par là. Donc, c'est que l'économie de l'Arabie Saoudite pourrait être shakée avec une baisse d'exportation de pétrole dans les heures, dans les jours qui suivent en raison de ce qui se passe. Donc, la pression, elle est là. Mais, pour nous autres, il n'y a pas de stress à avoir. Là. On a du pétrole à tonnes du côté de l'Ouest canadien, donc Saskatchewan, l'Alberta, Terre-Neuve, à l'Est. On en a plein. Là. Les États-Unis ont du gaz de schiste, les Mexicains en sortent à tonnes. Au pire, on ira voler une coupe de bateaux au Venezuela si on est mal pris. Mais je veux dire, nous,
à part que le fait que c'est une commodité mondiale puis qu'il y a une pression ailleurs, la réalité, c'est que nous, on n'aura pas de manque de pétrole. Il y en a des places qui manquent de pétrole. Cuba manque de pétrole. OK? Cuba manque. Mais ça, c'est pour une autre raison complètement. Mais l'Amérique du Nord, vous n'avez pas à vous inquiéter. Là. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Message en passant pour les ressortissants ou les travailleurs canadiens qui sont dans les pays du Golfe. Depuis quand vous attendez ce que le gouvernement canadien soit là pour vous? Ça part de où, ça? Ça part de où, ça, que le gouvernement canadien fait des affaires pour vous autres? Vous rêvez en couleur, vous autres? Le gouvernement canadien, c'est comme une compagnie d'assurance. Les gouvernements sont comme ça. Moi, je suis dans une histoire pour une prise électrique pour mon char. Ça fait 2 ans que ça dure, je n'ai pas été payé. Donc, mais je peux vous dire une affaire, les acomptes provisionnels d'une compagnie, ils veulent en sacrament le jour où c'est dû. Ils veulent pas à peu près. Ces gens-là, c'est des taxeux, là. C'est des gens qui prennent, il y a des grosses mains pour prendre et d'autres petites mains pour donner. Vous n'aurez jamais de service avec eux autres. C'est des takers, ces gens-là. Votre ville, c'est des takers. Votre gouvernement provincial est des takers. Votre gouvernement fédéral est un taker. Donc, vous n'aurez jamais de service. Puis, en passant, allez vous acheter des affaires au supermarché. Là. Allez vous faire des provisions. Puis, faites comme le monde. Vous vivez là. Vous avez des contrats. Vous êtes là la moitié de l'année. Vous travaillez ou encore vous êtes là depuis 2-3 ans. Bien, si vous êtes là, vous êtes là. Tu sais, je veux dire, moi, demain matin, il arrive une attaque par des cellules intérieures iraniennes dans mon coin. Je ne commencerai pas à béguer le gouvernement de venir me chercher. Tu sais, mais ils sont où, ce quand ça va bien? Ils sont à Dubaï, ils sont à Abu Dhabi, ils sont dans des pays, ils sont au Qatar, ils sont au Bahreïn. Exact, ils sont tous dans ces pays-là. Bon. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'on leur paye un billet d'avion pour qu'ils reviennent ou quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent que le gouvernement aille les chercher. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour moi? Là, come on. Les gens qui restent là, ils vont rester là. Ils vont endurer la patente. Puis, oui. De ce que j'ai pu voir, là, les antimissiles font la job. De temps en temps, vous allez recevoir des débris. C'est ce qui est très rare. De temps en temps, vous allez l'entendre flyer, mais il va vous passer par-dessus la tête parce que la base est en arrière de vous. Mais les missiles Patriot puis les missiles israéliens, ou je ne sais pas, je pense qu'il y en a des missiles également de l'Arabie Saoudite qui vont démolir les missiles iraniens. Ils font un job. Là. 99,9%, ça marche. De temps en temps, il va arriver des affaires. Il va arriver un drone en hypocrite qu'ils n'ont pas été capables de détecter. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais quand tu t'en vas travailler dans les pays du Golfe, avec l'incertitude, avec tous les pays voyous qui alentour, c'est le genre de choses qui peuvent arriver. Donc, quand vous partez, quand vous décidez, prenez une décision, on va aller m'établir à Dubaï, m'aller sauver de l'impôt à Dubaï. OK, parfait, pas de problème. Mais vous savez ce que vous allez, là. Vous savez, il y a des affaires qui sont différentes. C'est dans une place du monde où, pour une raison ou une autre, ça peut sauter, là. Il peut arriver des affaires. Donc, on fait la belle vie pendant 2 ans, pendant 3 ans. On envoie des messages avec des photos sur nos comptes Instagram. On fait nos fins. Là, la minute que ça brasse un peu, hey, il faudrait que le gouvernement vienne me chercher. Voyons, tabarnak. Vous êtes brave de y aller. Vous êtes brave quand ça va bien. Ben, vous allez faire comme le peuple, comme les locaux. Vous jouez au local. Vous jouez aux gens qui vivent là. Ben, faites comme le monde qui vit là. Ouais, mais il commence à manquer de stock dans les épiceries. Parce que les légumes arrivent du détroit en question qu'on vous a parlé tantôt. Bien, vous mangerez moins de légumes. Ou encore, vous mangerez des légumes qui sont dans des petites boîtes, là, dans le genre dans des petites cannes. Achetez-vous des protéines, allez congelez les protéines, mettez des protéines, faites-vous de la bouffe, allez vous acheter des ramen, des patates, puis attendez que ça passe. J'ai déjà vu ça, toi. Il faudrait toujours que le gouvernement... Puis on va s'entendre que là-dedans, il y en aurait à peu près 80 000. On s'entend que les 80 000, il y a pas mal du monde avec double passeport. C'est ça. Oui, il y a des citoyens qui sont pas citoyens de là-bas, puis qui sont installés là-bas, puis sont 100% canadiens, mais là-dedans, il y a beaucoup de gens qui ont double passeport. Ils sont là, ça fait leur affaire d'avoir le passeport canadien. Ils ne sont pas là souvent, mais si jamais ils en ont besoin de se faire soigner ou encore il arrive une guerre, je suis citoyen canadien. Come on. Les Émiratis, là, ceux qui vivent là-bas, là, ils s'en vont pas. Là. Ils s'en vont pas, ils vont nulle part, eux autres. Fais comme eux autres. Là. Mm-hmm.
Les gens du Qatar. Anyway, c'est ce qu'ils faisaient. C'est ça. Les gens Anyway, du Bahreïn, c'est- je ne sais c'est- pas trop quoi. Là. Christophe, le monde d'Abu Dhabi, là, ils vivent là, ils s'en vont pas. Là. Non. Donc, prenez une petite 2 minutes, là, réfléchissez à votre patente, puis... Là, ouais. Là, qu'est-ce qui arrive avec tout ça? Bon, comment ça se passe? Ça semble bien se passer. Est-ce que il semblerait que le gros, d'après Trump a parlé à CNN hier, il a dit ouais, the biggest are coming. Les plus grosses attaques, ils s'en viennent. OK? Donc, c'est un peu genre 3-4 semaines. Ils sont un peu en avance sur leur agenda, mais il y en a facilement pour 3-4 semaines. Puis une guerre, vous savez, on sait quand est-ce que ça commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça finit. Là-dedans, il y a toutes sortes de positions. D'abord, faisons le tour de où sont les gens. Tu sais, hier, je vous disais hier, tu sais, puis moi, quand j'ai pas choisi ça, là, j'ai un côté libertarien plus fort que des fois je voudrais qu'il soit, là. Mais j'aime pas ça que les gouvernements se mêlent de patentes. Puis en dedans de moi, j'ai des doutes souvent sur les changements de régime. Je sais que c'est arrivé dans la Deuxième Guerre mondiale. Je sais qu'on a fait le changement de régime, puis ça a fonctionné, puis que l'Allemagne a été libérée, puis l'Europe a été libérée, je sais tout ça. Là. Mais depuis ce temps-là, notre fiche n'est pas bonne. OK? Je veux juste vous dire que notre fiche n'est pas super bonne. On a de la bonne volonté, on veut que tout le monde soit dirigé par des gens qui nous ressemblent, et des gens qui ont des valeurs qui font que les droits humains soient respectés. On a tout ça en tête. Mais quand on intervient, notre palmarès n'est pas bon depuis à peu près 20-25 ans. Just saying. Une fois que c'est commencé, on souhaite juste que ça se passe bien. Là. On souhaite que, tu sais, moi hier, je questionne l'intervention, mais en même temps, je suis 100% avec le président Trump dans son affaire, surtout qu'on pense aux Iraniens, on pense à tous ceux qui sont touchés par ça. Il y a même au-delà de l'Iran en ce moment. Puis hier, à Riyad, l'ambassade américaine a été touchée. Heureusement, les Américains avaient sorti tout le monde. Donc, ça a été touché par un drone qui est arrivé un peu en hypocrite. Donc, il va y avoir des dommages collatéraux. L'histoire de l'école, bon, on ne peut pas vérifier à 400% si cette histoire-là est toute vraie. Moi, mon premier réflexe, c'est « Ah ouais, l'école est bourrée de jeunes filles un samedi matin. » Je ne connais pas comment fonctionne le système scolaire en Iran, mais il semblerait que cette école-là était bourrée de jeunes filles et qu'on aurait entre 160 et 185 décès. Si c'est le cas, c'est une bourde terrible. Si c'est fait, les Iraniens disent ça a été fait par les Américains ou Israël. De plus en plus, quand on questionne les différents moteurs AI, de plus en plus, quand on fouille. C'est pas confirmé non plus, mais de plus en plus, quand on fouille, on peut voir qu'avant tout, ce serait un missile iranien qui a été lancé de pas trop loin et qui aurait mal parti et qui aurait dévié puis qui aurait eu un malfonctionnement. Mais vous allez comprendre qu'on n'est pas capable de vérifier ni d'un côté ni de l'autre. La guerre est commencée, il n'y a personne qui va l'enquêter, il n'y a personne qui sait. Et les Iraniens, comme les Palestiniens puis d'autres, sont capables de jouer la comédie. Ils sont peut-être même capables de tirer eux-mêmes volontairement un missile pour faire des victimes puis essayer de jouer avec les sentiments du monde sur la planète. Mais c'est une histoire qui est arrivée et il y a des décès. Il y en a combien? On parle entre 160 et 185. Il n'y a rien de vérifié là-dedans. Là. Mais si c'est le cas, c'est quelque chose de dégueulasse. Tu veux pas. La guerre, les dommages collatéraux sont toujours poches. Toujours poches. Mais même les soldats, il y a 6 soldats qui ont été tués, 6 soldats américains qui ont été tués dans une genre de mini-base qui devait être sécurisée, puis finalement, elle n'était pas trop. Donc, les 6 sont décédés. On a vu après ça les tirs amis du Koweït envers 3 F-15. On a vu la jeune pilote qui a été rescapée. Les 3 pilotes ont été rescapés en passant. Ça coûte à peu près, un F-15, ça coûte à peu près 80 millions de dollars, je pense, aux alentours. Donc, 80 millions de dollars. Donc, la guerre, ça coûte cher. Je vais vous donner tantôt le nombre d'avions de chaque pays. Vous allez voir que le Canada n'est pas dans la liste des pays. Le Canada est vraiment une joke au niveau militaire. Sur le nombre d'avions militaires, je vais vous donner ça tantôt. Donc, on a vu cette pilote de F-15, cette fille qui a été rescapée par un citoyen du Koweït qui a dit « Hey, êtes-vous correct? Donc, vidéo extraordinaire. Donc, la guerre, c'est pas le fun. Là. C'est pas le fun. C'est la guerre. Il y a des victimes.
Il y a des victimes dans les armées, il y a des victimes, il y a des victimes civiles en Iran probablement. C'est dégueulasse, là. On haït tout ça. Mais une fois que la guerre est partie, ben comme je vous disais hier, moi, il y a un fond de moi qui questionne parce que c'est juste que c'est pas ça qu'on nous avait vendu. Mais une fois que c'est fait, shut up, puis on y va, puis on souhaite que les États-Unis, avec leurs alliés, puissent gagner. En passant, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont testés. L'Angleterre est entre deux chaises en ce moment. Il semble avoir une pression à l'intérieur parce que le premier ministre de l'Angleterre est un enfant de chienne. Est-ce qu'ils vont pouvoir se servir d'une base? Est-ce que les Britanniques vont se mêler à cette guerre-là? Est-ce qu'ils vont envoyer quelques avions? Est-ce qu'ils vont faire des choses? Ils sont quand même pas loin. Puis on savait que ce qui se passe avec l'Iran, l'Iran peut être une menace pour Israël. L'Iran n'est pas une menace pour l'Amérique du Nord. En tout cas, pas pour aujourd'hui. Ça pourrait l'être dans 15-20 ans, avec des portées de missiles plus longues. Mais l'Iran est certainement, s'ils ont l'arme nucléaire en plus, mais leurs missiles actuels sans l'arme nucléaire, il y a certains missiles qui peuvent se rendre très facilement en Europe, là. Donc, s'il y a des gens qui sont concernés par ce qui se passe, par l'instabilité de ce pays-là, c'est les Européens. Puis de voir le comportement de... il y a deux pays très louches, là. Grande-Bretagne et malheureusement pour toi, Jerry, l'Espagne, qui est très, 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 très louche, qui a demandé hier à ce que des avions américains quittent immédiatement une des bases au sud de l'Espagne en disant on ne veut pas participer à ça, on veut que ces avions-là ne participent pas à cette guerre-là. En fait, ils sont carrément contre la guerre qui est en cours présentement. Il faut dire que Jerry le dit souvent, le président actuel est un calice de malade et on espère qu'il va être tassé. Ils sont prêts avec. Exact. Donc, quand tu as un président fou, on a eu un bizarre, nous autres, au Canada. Qu'est-ce qu'on l'a enduré pendant 10 ans. Fait que, exact. Mais eux autres, ils ont un système. Puis ceux qui sautent comment est-ce qu'on appelle ça, là, les élections avec un mélange de toutes sortes d'affaires, là. Regardez comment c'est ailleurs, là, puis pas sûr qu'on souhaite ça tant que ça. C'est pas proportionnel. Parce qu'ils se ramassent du monde au pouvoir qu'on ne veut pas avoir. Voilà. Il y a du monde qui peuvent coller au... L'affaire, c'est ça l'affaire. C'est qu'il y a du monde qui peuvent coller au pouvoir avec des alliances louches, là. Fait que il est là le problème. OK, pour plus de Radio Pirate News qui ont duré 1h45 aujourd'hui sur la version Prime, allez vous inscrire sur radiopirate.com, section abonnement, première semaine. Vous le savez, gratis. Les Pirate News vous ont été présentés par... Vous voulez vendre ou acheter une propriété avec l'équipe de Frédéric Masson, courtier Remax? Fred est disponible sur les deux rives de la grande région de Québec. Un pirate d'expérience au service des pirates. Depuis 2005, Fred, c'est 4000 familles servies avec succès. Avez-vous les moyens de vous tromper? FrédéricMasson.com. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jerry, on est prêt pour la boîte. Oui, une petite boîte. C'est drôle parce que j'ai reçu un message de Alex le geek, notre geek à nous. Il m'a envoyé un petit message. Il m'a envoyé un petit message hier soir parce qu'il a trouvé ça drôle. Tu sais, quand on a parlé du gars avec les oranges. Tu sais, le gars des 4 oranges à 11 piastres qui s'est fait écœurer par le fouineux à la caisse automatique du métro. Là. Puis, mais tu sais, on sait qu'Alex, là, c'est plus. On le sait qu'il est rendu en Floride. Donc, là, il me disait. Quand il a trouvé ça comique, il dit 4 oranges, 11 piastres, là, puis c'est une affaire de fou. Là. Il dit ici, c'est sûr qu'on est en Floride, là, on s'entend-tu, là. Mais il dit ici, les oranges ici, c'est 1,29 la livre. Mais mettons 4 oranges moyennes pour une livre, ça va te donner un peu la patente, là. Donc, la différence de prix, là. Mais il dit, moi, ma blonde, c'est ça qui m'a fait rire. Il dit, moi, ma blonde, elle me fait des jus d'orange avec des oranges fraîches. Tu sais, tant que tu as une machine à jus, tu fais des oranges. Tu fais du jus d'orange. Mais ici, on ne peut pas faire ça, là. Faire du jus d'orange va coûter combien? 25$ du verre? Mais non, ça n'a pas de bon sens, là. C'est-à-dire, c'est juste un clin d'œil que le geek qui m'a fait avec les histoires d'orange. Puis, en passant, ça, il me disait... Il dit,
il dit, je vais chez Whole Foods. Puis le magasin, c'est Amazon, le propriétaire de ça, Whole Foods. Il dit, je vais chez Whole Foods, il dit, le gallon de lait bio, un gallon de lait bio chez Whole Foods est à 7 pièces et demie. Fait que, il dit, le prix est bon. Il dit, chez nous, un 2 litres, c'est 6 et quelques. Fait que, il me racontait des histoires de bouffe puis d'affaires. Parce que lui, il y a des bambinos à s'occuper. Fait que, hey, je me promène dans mes patentes. Tu sais, l'histoire du changement d'heure à BC. Là, tu dis, OK, ouais, mais au Québec, nous autres, on peut-tu faire pareil? Mais ce qui arrive, c'est qu'en 2024, Jolin Barrette, le ministre de la Justice, il a fait une consultation publique. Ça a coûté de l'argent, ça. Tu sais, faire une consultation publique, tout le taponnage, ils ont su du monde, le monde sont allés parler ça au Parlement, puis ils ont fait un sondage, puis la patente, là. Il y a eu une grande consultation publique sur les histoires de changement d'heure pour le Québec. Puis on n'a pas entendu parler depuis ce temps-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 214 000 personnes qui ont répondu au sondage en 2024. C'est un sondage qui, il sondait le monde par rapport justement au changement d'heure. Puis il disait que le monde a répondu, 91 % des gens qui ont répondu au sondage ont dit on veut que ça arrête, le changement d'heure. On veut fixer l'heure. Et l'autre question par la suite, puis ça, c'est la question que je me posais. 72 % des Québécois veulent conserver l'heure d'été. Donc, les histoires là, d'heure normale, là, l'heure d'hiver, là, c'est des histoires de journalistes. Là. Le monde, à 72 % veulent conserver l'heure d'été, comme à BC. Donc, pourquoi Barrette ne sort pas? Là? Pourquoi qu'il ne le fait pas? Là? Il les a les données dans les mains présentement. Là. Il l'a fait, la consultation, Barrette. Il l'a fait, la consultation. Ça, ils ont payé pour ça. Là. Pourquoi qu'il ne le fait pas? Ça niaise depuis 2024. C'est tout niaise. Ici, tout niaise. Hey, je voyais un genre de reportage sur... c'est nos histoires à nous autres, là. Mais par rapport au stade olympique, ça fait le stade? Ouais, là, ça fait 2 ans qu'ils travaillent sur le stade olympique là, pour changer l'anneau technique, changer le toit, donc avoir quelque chose de flambant neuf. Et ça va se terminer, toute la patente va se terminer en 2028. Toute la patente. Il y a le nouveau funiculaire, il va être opérationnel l'été prochain. Parce qu'il y avait un funiculaire, puis là, il y a une nouvelle patente. Là. Ça va être. Les gens vont pouvoir l'utiliser dès l'été prochain. Mais toute la patente, ça va finir en 2028. Puis je lisais que, c'est capoté pareil, la toile qu'ils ont enlevée, là. Et où cette toile-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Il y avait une toile qui était là en haut, là, poignée là. Ils ont envoyé ça pour faire des voiles de bateau. Donc, il y a du monde qui ont acheté ça pour faire des pièces de la toile olympique pour faire des voiles de bateau. Hein? C'est quand même capoté. Là. Puis je voyais aussi, puis ça, c'est... Parce que l'affaire du parc olympique, là, ils veulent, comment dire, que ça fasse partie de l'expérience touristique de Montréal. Parce qu'en ce moment, puis ça, c'est une statistique qu'il ne faut pas trop dire, mais c'est la réalité. Là. En ce moment, les touristes qui passent à Montréal, il y en passe, des touristes à Montréal, il y a du monde. Les touristes. Les touristes vont aller dans l'est de Montréal voir le stade. Ben, c'est ça qu'ils veulent. En ce moment, 4 % des touristes étrangers qui passent à Montréal, 4 % vont voir le stade olympique. Parce qu'ils n'entendent parler, ils se souviennent des Olympiques de Saint-Lessard. Tu passes dans une ville,
T'es comme moi, mettons, je passe à Barcelone, puis à un moment donné, je fais un détour, puis je passe à côté du stade de soccer. Je peux rentrer dans le stade de soccer, il y a des visites, ça coûte un bras, là. Puis tu peux visiter le stade de soccer qui a 100 000 places. Là. Tu fais une tournée de la chambre des joueurs, puis des patents. Tu veux dire, c'est comme, ça fait partie de l'offre touristique de la ville, en réalité. Là. Le Camp Nou, là, à Barcelone. Je donne un exemple de ça. Là. Dans les grandes villes, c'est le même. Mais à Montréal, le stade olympique, il n'attire pas les touristes. C'est juste 4 % du monde qui est... Mais ce qu'ils veulent, le gouvernement, en la finalité de ça, quand ça va être fait, ils veulent attirer les touristes au stade olympique. Je ne sais pas ce qu'il va y avoir autour de là, des restaurants. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire, là, mais ils veulent faire une offre touristique avec... Ben, ça prend des événements aussi. Hein. À un moment donné, ça prend des événements dans le stade olympique. En parlant du stade, dans la nouvelle ligue de soccer avec la saison qui n'est plus pareille, je comprends que le CF Montréal joue à l'étranger de bonne heure parce qu'ils ne peuvent pas jouer à la maison avec le stade en plus. Ça devient carrément une ligue d'hiver. Mm-hmm. C'est carrément une ligue d'hiver. Là. Je pense qu'ils ont-tu joué à Boston, c'était quasiment l'hiver cette semaine? Il se peut, parce que c'est commencé depuis une couple de semaines, là, la MLS. OK. Les chiffres... je comprends qu'il y a des immigrants, là, puis que le soccer... mais soit que le CF Montréal est vraiment pas populaire, ou encore le soccer au Québec, c'est pas encore implanté. Est-ce que vous avez vu les chiffres Il faut dire qu'ils n'ont plus de club. Là. Ils n'ont plus de club. Ils ont perdu leur premier match 5-0 à Chicago cette année. J'ai vu ça passer, je ne l'ai pas écouté. OK, c'est à Chicago qu'ils ont joué, c'est ça? Ouais, mais je peux te dire une chose, 5-0 au soccer, là, c'est comme à peu près 15-0 au hockey. Là, à peu près. C'est comme une équipe que... Moi, ça m'a mal vieilli. Ouais. 5-0 au soccer. Mais les codes d'écoute, tu veux dire, TV, c'est pas très bon. Ben, regarde, j'ai pas le tweet de Max Truman devant moi, là, mais je vais vous te le donner par cœur, là, parce que de ce que je me souviens. Le match de hockey de samedi soir avec les 2 buts de Cole Caulfield, c'est 750 000. Et le CF Montréal, je pense que c'est 15 000. Hein? Ça a commencé, je l'ai devant moi, Jeff, là. OK, vas-y donc. OK, la moyenne de téléspectateurs à la minute. OK, CF Montréal sur RDS. Moyenne de téléspectateurs à la minute, 15 000, parce que, tu sais, les PPS, c'est moyenne à la minute, là. Oui. Ça a commencé à 20 000, puis ça s'est conclu à 7 000. Comment tu fais pour produire un show de TV avec... Ben non. Comment tu fais, là? 7 000. Mais non, ça marche pas, là. 7 000, d'après moi, il y a 5 000 chats, là. Non, c'est ça. Tu m'aurais dit 70 000, j'aurais dit, ouais, c'est pas beaucoup. Déjà que les codes d'écoute au Québec, je pense que c'est saucé un peu, là. Donc, si ces autres sont aussi saucés que le reste, ça veut dire que c'était probablement pas ça non plus. Là. C'est probablement moins que ça. Là. Parce que ça, oublie pas que le CF Montréal... En fait, il n'y a pas un Christ de chat qui écoute ça. Non, mais à moins que ça allait changer cette année, là, ce match-là, il était à RDS. Puis possiblement, quelque part, sur un réseau anglais. Oui. Là. Mais normalement, quand tu veux écouter des games de la MLS, il faut que tu passes par Apple. Oui. Les games sont tu as remarqué d'ailleurs qu'avant, c'était TVA Sport qui avait ça. Hein? Possiblement, ouais. La gang de TVA, là, ils nous cassaient les oreilles avec le CF Montréal. Là, depuis ce temps-là, depuis qu'ils n'ont plus les droits de TV, TVA, Journal de Montréal, ça parle plus beaucoup du CF Montréal. Parle des Alouettes. Oui. Qui leur appartiennent. C'est ça. Oh, ouais. Donc, c'était pas pour vrai. Ils ne faisaient pas ça pour vrai. Ils faisaient juste ça parce qu'il y avait les droits de TV. Ah, c'est une gang de casseurs, pareil. Gang de casseurs. Il paraît qu'à je ne l'ai pas vu, là, mais il paraît qu'à TVA Sport, c'est quelqu'un qui me dit ça. Là. Il paraît qu'à TVA Sport, il y a des publicités d'Air Transat faites par, autrement dit, Québécois, puis qui disent que l'avenir d'Air Transat passe par l'achat par Pierre Pellado. Là. Il y a une publicité. Oui, il y a une publicité qui roule. Il est bizarre, lui. À TVA. Mais, je ne l'ai pas entendu, la pub, là. Non, mais Pierre-Carl Pellado, c'est un esti de gars bizarre, là. Oh. Parce que je pensais plutôt qu'Air Transat, il y a une espèce de réunion
extraordinaire bientôt. Là. Il y a un genre de réunion extraordinaire. C'est quoi qu'il veut faire, le gros point qu'il veut faire? Je ne sais pas c'est quoi le but. Je ne sais pas si le but, c'est de sauver Air Transat, mais dans son gros plan là, de sauver Air Transat, une des priorités de Pierre-Carl Péladeau, c'est de mettre le gars des sondages. Là. Comment il s'appelle? Jean-Marc Léger. Très léger. C'est de mettre Jean-Marc Léger sur le board. Ouais. Il est déjà sur le bord de TVA. Oui, je sais. Là. Mais c'est quoi que ce gars-là a comme expertise pour embarquer sur un board d'une compagnie aérienne? C'est quoi l'histoire? Je sais pas. C'est quoi le rapport? Là? OK, je peux comprendre. Mettons, tu as 11 personnes sur le board. Tu peux avoir un gars de sondage, marketing, quelque chose. Là, mais là, tu es en train de parler d'une compagnie qui... les avions sont pleins, mais ils ne font pas d'argent. Donc, tu as besoin d'expertise sur ton board pour prendre certaines décisions, puis checker la direction. C'est quoi qu'ils font de travers pour que ça ne fasse pas une crise de scène? C'est ça, là. Jean-Marc Léger, il va arriver là. Il va faire quoi, là? Je sais pas. Totoc, là. Ils vont faire des sondages. Ils sont tout pètes, puis c'est net. Oui, mais non, mais non. Oui. C'est quoi bizarre aussi, lui. Là. Le centre Vidéotron, c'est qui s'occupe de ça? Le centre Vidéotron, c'est québécois. OK, bon. Parce que... C'est Martin Tremblay. OK, parce que Martin, le pirate, Martin, je ne veux pas dire son nom de famille, Martin qui commence par F, son nom de famille. Tu le connais? Oui. Il nous écrit régulièrement, Martin. Ben il a toujours des bons points et tout. Il a toujours des bons points. Il m'écrit, Jeff, il m'écrit ce matin. Il m'envoie des petits messages des fois, là, bing, 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 puis en rafale. Là. On essaie de lire tout le monde, tous ceux qui nous en envoient. Là. Ben oui, on dit, oui, puis ça nous feed, puis des fois, c'est des affaires que les gens voient, puis nous autres, on ne voit pas. Mais tu sais, Martin, il me dit que, puis je suis allé vérifier, puis c'est vrai. Il y a 12... On est le 3 mars aujourd'hui? OK, 3 mars. Donc, on commence le mois de mars. Donc, on a tout le mois de mars qui fait un mois. Donc, jusqu'à la fin de l'année, on s'entend-tu que ça fait 10 mois. On a 2 mois pleins de passés. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste 10 mois pleins à l'année 2026. Au centre Vidéotron, il y a 12 shows de musique annoncés. T'as peu, là. T'as Megadeth, je pense, qui est vendredi qui vient. OK. Après ça, là, on est en mars. Il y a Megadeth. Il y a Live, le groupe Live, en mars. OK. Après ça, tu as Journey. Un petit peu plus tard, Journey en mars. Donc, ça fait 3 shows en mars. Mais au total, tout, il y en a 12 annoncés dans 10 mois. Ouais. Alors, Jeff, il n'y a pas de show, là, Carlis. Non, il n'y a pas de show, là. Il n'y a pas de show. Il n'y a pas de show dans le mais il n'y a pas de show. Il reste mais Jeff, tu as un show par mois. Tu as un show par mois. Oui, mais on est au bout de la run, là. Le monde ne veut pas se rendre jusque-là, là. On est au bout de la run. On est au bout de la run. On est au bout de la run, puis tu sais, on se pense big, mais on n'est pas big. Cette semaine, j'ai eu affaire avec quelqu'un de... Moi, je vais voir Old Dominion là, en avril, je pense. En avril, Old Dominion. Chris, on est capable d'avoir J'aurais un été, show mais je ne serais pour pas là. Donc, j'aurais été à Old Dominion. J'ai eu affaire avec quelqu'un de Lagrangeville. Lagrangeville? Lagrangeville, New York. Donc là, Lagrangeville, New York. Donc là, Lagrangeville, c'est cool. J'ai fait quelqu'un que... Donc, Lagrangeville. Je vais juste retourner, je pense que je l'avais regardé. Hein. Lagrangeville. Un peu. Lagrangeville. Lagrangeville, New York, c'est pas loin de New Haven, Connecticut, là. Non. Ah oui? C'est à 60 000 au nord, sur la 87 de New York. C'est ça. Autrement dit, la 287, là, tu montes White Plain, tu montes, c'est Lagrangeville. Exact, Lagrangeville. Et Lagrangeville, ça fait partie de d'une région métropolitaine. OK?
Région métropolitaine, où est la Grangeville? Je pense que c'est... regarde, je vais essayer de la trouver. Alors, j'ai trouvé cette place-là, puis il y a 800 000 personnes dans ce coin-là. C'est une petite place perdue, là. Oui, mais Chris, c'est proche d'Hartford, c'est proche de New Haven, c'est proche de White Plains, c'est pas ce que tu comprends? C'est dans le sens que c'est ça... Je comprends. Donc, c'est ça. Tu montes en haut. Ça fait partie de la région métropolitaine de Newburgh. Mais là, je dis, OK, Chris, c'est où cette petite place-là? J'ai affaire à quelqu'un que je connais qui reste là. Mm-hmm. Donc, Newburgh, New York, là, c'est une petite ville. Mais je veux dire, les États-Unis, les villes sont pas comme nous autres, là. C'est plein de petites villes réunies ensemble. C'est ça. Mais Newburgh, la région métropolitaine de Newburgh, là. Oui, c'est N-E-W-B-U-R-G, là, Newburgh. Bon, mais ça, Lagrangeville, qui est un nom français, Lagrange, une grange, aussi. Lagrangeville, c'est dans la région de Newburgh, la région métropolitaine. Il y a 712 000 personnes. C'est la région de Québec, Carlis. 712 000. C'est ça que je veux dire. Tu sais, des fois, on se pense big. Oui. Tu sais, quand on parle de NHL, on parle de patente, la réalité, c'est que il manque 1 million de personnes, là. Ouais. Ah, c'est big, c'est big. Mais ce qui arrive, c'est que je comprends que peut-être qu'on... je vais parler pour moi, là. J'ai peut-être été un peu... Parce que moi, je vais en voir des shows. Pas ce qu'on comprend devant. Je sais pas... Tu sais, il y a du monde qui dit « Ah, les shows, ils vont jamais voir de shows. » C'est pas grave, là, mais moi, je vais en voir des shows. Mm-hmm. Moi, je vais avoir une coupe de pièces de théâtre par année. On a bâti un aréna pour classiques. Ça. Oui, moi, je vais avoir des shows, là. Ouais, mais on a bâti un aréna pour ça. Je suis là. Luke Combs. Après ça, t'étais là le dernier show là, de Bryan Adams. Bryan Adams, j'étais là. Ah, puis j'étais au Québec, je serais à Journey, puis je serais à Old Dominion. Ben, à Journey, je suis là aussi, là. Mais c'est ça que je te dis, je vais en voir des shows. Moi, je suis un client, là. Je suis un client. Mais tu sais, peut-être que j'ai été un peu naïf dans le temps, parce que, tu sais, dans le début du centre Vidéotron, on se disait, ben, on va être sur quand il y a des tours, ça map. On va être dans on est dans le circuit des tours. Mais on n'est pas dans le circuit des tours. Je m'excuse, là. Mais on l'est peut-être un bout de temps. Mais là, on ne l'est plus. Là. Il n'y a plus de show, Carlis. Il n'y a pas de show. Hein? C'est pas compliqué. Ben, y a-tu des vols d'avion à l'aéroport? Non, je sais. Il n'y a pas de vol d'avion. Tu peux pas dire qu'un show... Il y aura pas un show par mois, là. c'est pas des shows, ça. Là. Pas de show là. Ben non. Une dernière blarotte, Jerry? Une dernière, petite affaire... j'ai vu ça. C'est une petite affaire de baseball, mais je me disais, regardons. Puis le baseball s'en vient tranquillement. Puis les Cards de Saint-Louis, l'année passée, ils n'ont pas une grosse équipe. Là. Ils ne jouaient pas pour 500. C'était une grande équipe pendant longtemps, mais les Cards sont c'est le même au baseball. À un moment donné, tu penches ton pain noir, puis après ça, tu reviens. Mais l'année prochaine, pour cette année, les Cards, ils les voient derniers dans la centrale de la nationale. Là. Mais leur stade, là, c'est le Bush Stadium, je pense, leur stade. Mm-hmm. Ils vont faire un genre de spécial. Le package, là? Le package, 29$. All you can eat, all you can drink. Pense à ça. Wow! Tu payes 29$. Ils te donnent un bracelet, peut-être, je ne sais pas trop. Puis, mais t'as du choix, là. T'as du choix, là. T'as tous les hot dogs, la crème glacée, les filets de poulet, les nachos, les chips, tout. Là. Tout ce qui est là, tout ce qui est dans les concessions normales. T'es pas dans le restaurant de luxe en haut, là, mais je veux dire, la concession normale, la bouffe est gratuite. Des fois, il y a des avantages d'avoir un club poche. C'est vrai. Ben, dans un marché où il y a d'autres sports, t'as le hockey, t'as le baseball, avant il y a déjà eu du football. C'est Je ça. sais pas s'il y a une équipe de la NBA, il y a certainement du college football, il y a du stock. Le Canadien, pendant qu'il était poche, il t'offrait la bière quand même à 16$ et le smoke meat à 29$. Voilà. Oh, pourtant, les capitales de Québec, qui ont l'équipe championne, la bouffe est pas chère. Ça, c'est un autre affaire, donné,
Mais là, ça, Saint-Louis, c'est sûr qu'eux autres, ben, veulent pas, ils savent qu'ils vont avoir une année de misère. Fait que, ils font plaisir au monde. J'ai trouvé ça correct. J'ai trouvé ça, En parlant de Saint-Louis, juste de même vite avant de partir, tu sais, la date limite des échanges, c'est vendredi, je pense. Vendredi, oui, c'est vendredi. Et vendredi, il y a un gars qui, ben, il va y avoir des affaires, là, mais il y a un gars qui intéresse beaucoup d'équipes. C'est Robert Thomas à Saint-Louis. Et Thomas, c'est un centre que Saint-Louis a repêché en 2017. C'est un gars de 26 ans. C'est un gars de 80 points, Thomas. C'est un bon joueur. Là. C'est le premier centre de Saint-Louis là, depuis 6 ans, 7 ans. Là. Et lui serait, autrement dit, Saint-Louis voudrait se rebâtir avec des flots et voudrait avoir justement des choix de repêchage ou des jeunes joueurs pour Thomas. Fait que ça serait un gars qui pourrait partir pour une autre équipe. Et ça serait un gars, justement, à aller chercher pour aller loin, parce que le gars, c'est un premier centre. Est-ce que tu penses que le Canadien devrait aller chercher? Bon, il y a déjà des suppositions. Tu sais comment c'est aujourd'hui. Là, il n'arrête pas de montrer des possibilités d'échange. Il y a des sites qui se spécialisent là-dedans. Parce que lui, il n'est pas en fin de contrat. Là. Lui, son contrat est fini en 2030. Là. Lui, il gagne... je pense qu'il a signé 8 ans, 65 millions, le fond de même. Là. Il gagne 8 millions par année, je ne sais pas trop quoi. Là. Mais ça serait le gros joueur, parce que ça va être plus des petites affaires qui vont se passer. Je pense qu'il n'y a pas de grosses rumeurs. Là. Mais ça serait Thomas. C'est sûr qu'une équipe qui va chez Thomas... ça peut bien faire. Ça peut bien faire là, pour. Tu sais, mettons, tu dis je veux me renforcer sur le deuxième trio, je vais mettre Thomas sur le deuxième trio comme centre. Bien, c'est un premier centre de la Ligue nationale, mais pour plusieurs équipes, tu le mets sur sa deuxième ligne. Là, tu peux t'en tu viens de monter d'une coche. Là. Ah, garanti. Ouais. Garanti. Je ne sais pas si le Canadien est intéressé, mais en tout cas, je pense pas. Écoute, c'est ça. Canadien peut-être recherche d'un goaler aussi, là, mais je sais qu'ils ont peut-être une coupe de patentes à donner. Je ne sais pas c'est quoi qui... Écoute, c'est sûr que s'ils croient qu'ils sont capables d'aller loin et de peut-être causer une surprise, ils sont probablement acheteurs, c'est clair. T'sais, parce que moi, je pense qu'ils sont comme 1 an en avance. Dans l'Est... Oui. Et dans l'Est, on en a parlé. Dans l'Est, on a parlé avec Régent hier. Dans l'Est... C'est une drôle d'année. Il n'y a pas de... C'est ça, en fait, vu que c'est une drôle d'année, il n'y a pas d'équipe qui se détache réellement. Exact. Donc, tout le monde est battable. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer là, mais ça allait être peut-être à un joueur et à un goaler de se rendre à grosse cérémonie, là, à grosse patente. Oui. Who knows? Rêvons, on a le droit de rêver. À cette époque un peu folle, on peut changer les idées avec un peu de hockey tard au printemps. Why not? Voilà pour la boîte. Merci, Jerry. Thank you, man. Oh. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Pirate. Radiopirate.com. Ladies and gentlemen. This is Radiopirate.com. Et la vie est un combat. Priez pour vos vies. Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Oh, yeah. À l'heure où on fait le podcast avec Joe Hamel, dépassé 10 heures le matin, donc les marchés sont ouverts en Amérique du Nord depuis une demi-heure dépassée. Puis c'est sûr qu'il y a des affaires là-dedans aussi qui sont en constante évolution. Il y a un genre de petite réaction finalement, Joe et Jerry aussi, parce que c'est un des sujets à Jerry, le boursicotage, toutes ces affaires-là. Donc, il y a une réaction un peu tardive sur la guerre en Iran qu'on aurait pensé avoir hier. On pensait que les marchés allaient être assez, pas s'écrouler, mais avoir une réaction très, très négative vers le bas hier. Finalement, ça a été comme modéré. Puis là, c'est aujourd'hui que ça se passe, Joe. Oui, bien, hier, on avait, je pense, le consensus, c'était que eu des succès rapides dans l'opération lancée par les Américains. Je
pense que le consensus, c'était que ça allait peut-être être une question de quelques jours, un peu comme on a vu avec le Venezuela. Mais il y a eu des commentaires, plusieurs événements aussi, là, des appareils américains qui ont été abattus. Il y a eu d'autres frappes, je pense, sur Israël pendant la nuit. Il y a eu d'autres frappes dans la région du Golfe. Et Trump a fait quand même quelques commentaires à l'effet que ça allait durer potentiellement le temps que ça allait durer. Là. Donc, il semble je vais le citer, là, ce qu'il a dit au gars de CNN, là, Jack Patancho, Jake Tapper, il a dit on est en avance sur l'agenda, puis il va y avoir des pertes encore, puis ça va durer à peu près 4 semaines. On est en avance sur l'agenda, mais ce ne sera pas une affaire qui va durer 48 heures. Donc, il a ouvert le jeu. Là. Non, exact. Et il a dit aussi, ce bout, j'ai oublié, les plus grosses attaques ne sont pas faites encore. Non, exact. Écoute, c'est quand même c'est une opération d'ampleur quand même impressionnante. Là. Je pense qu'ils ont ciblé plusieurs milliers de cibles à l'intérieur de l'Iran. On apprend des choses incroyables là, à l'effet. Le renseignement israélien, c'est absolument fascinant. Là. Si vous aimez un peu la sécurité informatique, le hacking, etc., il y a des choses qu'on apprend, là, c'est absolument débile. Là. À peu près toutes les caméras de circulation en Iran étaient hackées par les Israéliens qui les utilisaient à des fins d'intelligence avec le AI qui backait, donc analysait probablement des terabytes de données par jour pour tracker les déplacements. J'ai vu quelque chose, je ne sais pas si ça a été débunké depuis, là, mais il avait hacké une application de prière. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Là. Il avait hacké une application de prière sur les téléphones intelligents, puis il avait envoyé un message. Il avait broadcasté un message là-dessus en disant on vous attaque, si vous joignez la contre-révolution, on va vous épargner. Quelque chose de même. Là. C'est mort au mât, là. Une affaire de fou. Donc le cerveau, ça peut servir encore. Les gens plus brillants, les civilisations, les pays, regarde, c'est comme ça. Il y a des gens qui, ça se passe beaucoup au deuxième. Là. C'est sûr, quand tu as une place où il y a juste de la roche et rien d'autre, il faut que tu serves de quelque chose. Rappelle-toi l'épisode des Padgett explosifs. Oui. C'est assez impressionnant aussi. C'est génial. Puis l'autre, moi, je pense, l'opération la plus impressionnante qu'ils ont fait, c'était avec les Américains, mais c'est principalement les Israéliens. C'est Stuxnet. Là. C'est le virus qui avait développé, je pense que c'est dans les années 2010. Écoute, il avait développé un virus qui s'était propagé pour rentrer dans le système, c'est ça. Pour rentrer dans les centrales ou les centrifugeuses ou ce qui enrichissait de l'uranium. Et le virus ne faisait qu'affecter qu'un type de contrôleur en particulier pour faire monter la vitesse du contrôleur, des moteurs là, de la centrifugeuse, pour les faire... Ça avait été utilisé dans un film, ça, hein? Ouais, il y a un film qui avait utilisé ça, là, après ça, quand on avait découvert ça. Non, il y a un livre là-dessus qui c'est complètement débile. D'ailleurs, le virus avait été détecté par hasard et il avait suivi la trace de ça. C'est vraiment un film de James Bond. Là, imagine comment penser ça que tu développes un virus, ça va se propager partout et ultimement, ça va rentrer dans des endroits où Jeff, il n'y a pas d'Internet. Pense-y, il n'y a pas de... Donc, comment c'est rentré là? C'est ça qui est fou raide, là. Donc, je parle des centrales qui sont ultra sécurisées. Là. Je sais qu'il y a de l'Internet en Iran, c'est pas ça le point. Mais je pense que ça avait été rentré par une clé. Ouais, ils vendaient des clés. C'est ça. Je pense qu'ils avaient trouvé une façon de faire rentrer des clés USB. C'est fou raide, honnêtement. Parce qu'il y avait des computers qui géraient tout ça, sauf que les computers pour les raisons de sécurité n'étaient pas sur des réseaux, c'est ça, en circuit fermé. Mais il va y avoir des interventions de certaines compagnies qui étaient soit des employés de l'État ou encore des third parties qui travaillaient sur ces systèmes-là, puis il y en a un qui est arrivé avec une clé, puis boum, ça a fait la job. Alors, j'ai vu ça soit dans une série ou dans un film qui avait recréé cette patente-là en entier. J'essaie de le trouver. Mais en tout cas, c'était génial. Sérieusement, c'était génial. Quel est c'est quoi ton point de vue là-dessus sur le déclenchement de la guerre? Bon, c'est sûr que, regarde, depuis le mois de janvier, avec tout ce qui s'est passé en Iran, les manifestations, puis au-delà de ça, il y a la volatilité de ce régime-là qui est de plus en plus près d'une bombe nucléaire. Mais Trump nous avait vendu quand même pendant la campagne électorale, je ne ferai pas de guerre avec l'Iran. En fait, ce qu'il a vendu, c'est qu'il n'y avait plus de guerre. Et dans le mouvement MAGA, oui, dans le mouvement MAGA, il y a les Tucker Carlson de ce monde, puis d'autres, là.
mais même dans le mouvement du monde, je dirais même plus au sud que peut-être au nord, il y a beaucoup de gens qui, une des raisons pourquoi ils sont avec Trump, c'est que Trump est un peu vu comme un gars, un outsider du Parti républicain, qui n'est pas un warm goer ou un warm hawk qui a depuis 40, 50, 60 ans à l'intérieur du Parti républicain, les Bush, les ci, les ça. Donc, il était vu comme un peu... C'était pas un vrai républicain, mais ce côté-là lui donnait un statut que beaucoup de monde aimait. Puis, plusieurs personnes m'en ont parlé. Il y en a qui sont déçus. Dans ceux qui ont voté pour lui, il y en a qui ont calif. Je comprends qu'à la fin de la journée, ils vont suivre, puis ils vont dire, écoute, on y va, puis il faut faire ce qu'il faut faire. Là. Mais comment tu vois ça, là, que finalement, la game politique, ça change très, très, très rapidement. T'as même beau arriver avec un grand plan, puis des idées que tu ne feras pas telle affaire comme les autres, ou tu feras pas, puis que tu vas anéantir la swamp, mais finalement, ça te rattrape. Les généraux arrivent, les renseignements arrivent, il y a un paquet d'affaires. Là. Je pense que c'est beaucoup ça. Puis ça fait quand même longtemps que les États-Unis n'ont pas fait d'opérations d'envergure. Tu sais, je pense que la dernière, c'est quoi? C'est probablement la Libye. Il y a eu quelques opérations en Syrie, mais c'est la première opération d'envergure là, sur le terrain, là, contrairement au Venezuela, où c'était vraiment une opération de force spéciale, quand même assez très, très chirurgicale comme opération. Là, ils ont quand même... Tu sais, la marine américaine a abattu des frégates iraniennes là, dans le Golfe. C'est vraiment la guerre. Oui. Là. Donc, je suis assez d'accord avec toi. J'écoutais tes réactions hier. C'est tôt pour dire. C'est surprenant, oui, compte tenu de ce que Trump avait déclaré dans ces 2 campagnes. C'est effectivement, Trump se mettait en porte-à-faux avec les mouvements, ce qu'on appelle les faucons, là, les Warhawks, l'espèce de droite néoconservatrice qui remonte à plusieurs décennies aux États-Unis. Donc, d'ailleurs, ça avait fait une espèce d'alliance... pas vraiment naturel avec les plus libertariens, puis même certaines personnes de gauche qui aimaient ce discours-là, qui embarquaient avec le discours pour les cols bleus que Trump a dit dans les 2 campagnes. Il y a une alliance, comme je te disais, non naturelle qui s'est formée derrière Trump, et ça, c'est un peu en train d'éclater à cause de ça. Bon, le Venezuela, ça a passé. Ça, reste à voir, là, est-ce qu'on vient d'ouvrir un autre front qui va durer une décennie? C'est encore tôt pour dire. Là. C'est encore tôt pour dire, mais je suis assez d'accord à l'effet que je pense qu'à un moment donné, ça devient irrésistible. Là. Les généraux viennent te voir, les gars ont faim, ils veulent. Il y a des technologies qu'ils veulent tester aussi sur le terrain. Il y a donc il y a des opérations qui doivent se faire. Je pense après un certain temps, là, je pense que ça devient irrésistible. Le pitch qui t'est fait comme commandant en chef, ça devient irrésistible, là, à mon avis. Mm-hmm. Oui. Mais ultimement, si le but, c'est de changer le régime, ultimement, il va y avoir des bottes à terre. Là. Ils vont probablement être obligés de rentrer des bottes. Ben, c'est ça la différence avec le Venezuela. Premièrement, c'est... je ne suis pas un expert de l'Iran, là, mais j'ai lu un peu là-dessus, puis j'ai des amis iraniens, j'ai des amis qui ont fui le régime carrément, là. Des amis dont la famille a été tuée par le régime révolutionnaire islamique, là, parce qu'ils étaient des contre-révolutionnaires ou whatever, là, des gens qui s'opposaient à ça. Donc, c'est un régime sanguinaire là, qui date depuis 1979. Non, ben écoute, c'est tôt pour dire, mais ce que je voulais dire, c'est que le régime a une chaîne de commandement puis une succession quand même bien établie, dans le sens où tout le monde, si toute la première ligne meurt, il y a déjà des commandements qui sont passés à des subalternes. Et là, c'est dur de dire qui est mort ou pas. Je sais qu'il y a eu des claims que lui ou telle personne était morte, finalement, ne sont pas mortes. Ou là, c'est dur de dire qui est vraiment en charge. D'ailleurs, Trump a un commentaire assez incroyable. Il avait dit, je pense que c'était à CNN, elle disait qui va être le commandant, pas le commandant suprême, le supreme leader de. Ben, il dit la job est encore ouverte. Vous voyez, je crée de l'emploi même en Iran. Oui. Oui, c'est ça. C'est le scripté, le bonhomme. Oui, c'est tout à fait. Non, mais ça, c'est donc c'est pas une mince affaire, là. C'est quelque chose qui est bien établi. C'est directement lié au commandement militaire aussi. C'est quand même un pays qui a des armes de longue portée. Donc, les 2 prochaines semaines vont être assez critiques. Là. On va voir vraiment quelle direction ça prend. Premièrement, c'est un pays qui est, comme tu dis, très, très organisé.
peuple très brillant. Ça, il faut éduquer, hautes études, pas de la sociologie, des patentes, beaucoup d'ingénieurs. Beaucoup de médecins spécialistes aussi sont des Perses. Exact. Donc, c'est un pays qui va être dur, c'est un régime qui va être dur à coucher. Là. Ça ne sera pas si facile qu'on pense. Donc, ça risque d'être assez long. Mais là, une des choses qu'on a parlé aujourd'hui, c'est toute l'histoire du détroit, là, proche donc le détroit qui est très mince. Strait of Hormuz. Ouais. Oui, exact. Donc, large, ce détroit-là, c'est vraiment pas large. C'est combien de kilomètres? Non, c'est pas large du tout. C'est-tu 20 kilomètres ou 13 kilomètres? Mais c'est très mince. C'est très, très mince. Et tout passe par là, surtout parce que là, il ne faut pas oublier, la Chine a moins de pétrole du Venezuela. Là, la Chine se fait couper le pétrole. C'est pas que l'Iran le coupe ou que les États-Unis ou que l'Arabie saoudite le coupe. C'est que les compagnies de pétrole ont peur, avec les bateaux, de passer là avec tout ce qui se passe. C'est un peu normal. Donc, j'ai 55 km. 55 km dans le moins large. Dans le moins large, OK. Donc, 55 km. Donc, ces gens-là ont peur, mais là, c'est parce que c'est une grosse partie du pétrole de l'Inde, une grosse partie du pétrole chinois. Rajoutez à ça que les Chinois ont déjà été touchés par le manque de pétrole vénézuélien qui leur était dû. On sait que la Russie n'est pas capable de compenser pour le pétrole qui n'arrive pas de ce détroit-là qui s'en va vers la Chine. Le Japon est dans la même histoire. Donc, il y a beaucoup de monde. Et en plus, l'Arabie saoudite, eux autres, vu que le pétrole sort de là par ce détroit-là, eux autres peuvent avoir des conséquences financières avec du pétrole qui ne sort pas. Parce qu'on parle de millions de barils par jour. Oh, non, c'est énorme. C'est 25 de la production mondiale qui passe par là. Exact. Donc, c'est énorme. Et le prix du pétrole, là, je suis quand même pas mal des analystes là-dessus. J'ai eu des bonnes positions dans cette industrie-là. Il y a des compagnies qui analysent des photos satellites real-time de réservoirs puis qui calculent en fonction de l'ombre du soleil. Et parce que le cover là, des barils sont mobiles, là, tu savais ça? Il y a comme un cover qui est mou, là, donc qui descend avec le niveau du pétrole dans certains des gros réservoirs. Fait que tu es capable de voir selon l'ombre projetée par le soleil, genre le niveau des réservoirs. Là. Il y a des compagnies avec le AI, puis ça, je te parle il y a 10 ans, ça existait, fait que c'est probablement encore pire. Là. Il y a des compagnies qui calculent le niveau des réserves mondiales puis de la production avec des données comme ça. Il y a des compagnies qui traquent des supertankers aussi, avec du monde sur le terrain, des selles qui appellent quand il n'y a pas d'image satellite. Fait que c'est une industrie qui fonctionne. Probablement, c'est la plus grosse industrie au monde. Là. C'est des millions d'acteurs indépendants dans un marché intégré, comme tu dis, qui produit, je pense, c'est 10 millions par jour de barils, à peu près. Donc, c'est incroyable. Donc, si tu coupes overnight 25 % de la production ou que la production il y a un bottleneck de livraison, l'impact est décuplé dans l'industrie, là, dans l'industrie mondiale. Et là, c'est pas juste le pétrole, c'est pas juste le Strait of Hormuz, c'est qu'il y a des frappes aussi sur des facilités de LNG au Qatar, dans plusieurs endroits. Donc, c'est le gaz également, c'est pas juste le pétrole. Là. Donc, c'est énorme comme nouvelle. D'ailleurs, le pétrole monte de 8 % aujourd'hui. Le pétrole prend 20$ depuis le début de l'année. Là. Ah oui. C'est énorme. Là. En ce moment, dans le golfe Persique, donc tu as le golfe Persique, tu as le détroit d'Ormuz, puis après ça, tu sors vers la mer d'Oman, puis tu t'en vas dans l'océan. Mm-hmm. En ce moment, il y a 3000 pétroliers qui attendent. Ouais. Ils attendent de sortir? Ouais. Ils attendent de sortir, sont remplis de pétrole, puis ils attendent de passer le détroit d'Ormuz. Il y a 3000 pétroliers présentement. C'est dans le Wall Street Journal. Donc, votre tu sais, l'histoire, là, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai écouté Glenn Beck hier. Glenn Beck qui arrive. Tu sais, Glenn Beck, quand même, comprend des fois de temps en temps. Des fois, il y en a qui le trouvent too much. Moi, je ne le trouve pas too much, je le trouve spectaculaire. Moi, j'aime ça, ce côté-là. Moi, j'aime des fois qu'on m'amène ailleurs dans l'histoire. Lui, il frappe là-dessus, puis plusieurs le font, là, mais lui, il l'a bien expliqué. Puis il dit, oui, OK, il y a le régime, oui. Il y a le fait que si ce régime-là qui maltraite son peuple depuis 1979, puis qui amène de l'instabilité, puis qui pourrait avoir finalement les armes pour éliminer Israël, puis même aller vers l'Europe, puis peut-être qu'un jour, il pourra pas avoir assez de portée pour s'en aller même vers les États-Unis. Il y a ça c'est une affaire. Mais
Une des choses aussi, c'était justement de créer ce bottleneck-là pour étouffer la Chine avec l'histoire qui est arrivée du Venezuela. Je ne sais pas si on est dans les grands... Est-ce que vous pensez que dans des discussions stratégiques de pourquoi on le fait, est-ce que vous pensez que c'est un point? Moi, je trouve que le point est bon. Il y a autre chose que juste l'Iran là-dedans. Là. Une conséquence qui donne du levier aux États-Unis en face à la Chine, mais je pense pas que c'est un élément déclencheur. Je pense que c'est vraiment... Ben là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a beaucoup de pression d'Israël pour exécuter. D'ailleurs, une bonne partie des frappes sont réalisées par Israël. Ils sont aussi des experts dans les frappes de précision avec des chasseurs. Oui, puis connaissent le terrain de fond en comble. Exact. Avant la guerre d'Irak aussi, il avait fait ça. Il avait bombardé une centrale nucléaire ou une centrale en construction, je pense, en Irak, en volant au ras du sol pour éviter à peu près tous les radars. Donc, non, je pense pas que c'est un plan d'échec à 4 dimensions là, pour s'attaquer à la Chine. C'est vraiment le régime a atteint un point. Je pense que la pression a atteint un point. C'est une combinaison de plusieurs facteurs. Comme je dis, la pression monte. Tu as de la pression des généraux. L'opinion populaire, nonobstant ce que tu entends, est relativement favorable à ça aussi. Là. Tu regardes les gens festoyer à travers le monde. Je pense que c'est... Je pense que c'est assez nul comme impact pour Trump. Je pense pas qu'il perd tant d'appui que ça là-dessus, honnêtement. Là. Ça change la donne aussi, ça change la dynamique politique aux États-Unis. Si c'est une opération... Tant qu'il n'y a pas de perte américaine majeure, généralement, des opérations comme ça sont relativement bon pour un président. Là. Ben moi, je pense que dans l'histoire, il y a beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de... Il y a des gens qui comme moi, j'ai fait, ils disaient, ben, c'est pas ça qu'ils ont été vendus, mais à la fin de la journée, tu te joins à patente, puis tu dis, il faut que ça marche, puis go, on y va. On n'est pas pour la guerre, c'est pas ce qu'on nous avait vendu. Il y a un côté on est déçu de tout ça, mais en se disant, peut-être qu'on n'a pas d'autre choix. Donc, finalement, tu vas te réconcilier avec la patente, la décision, puis tu y vas. Donc, moi, je pense que c'est le cas de tous ceux. Il y en a, il y a des crinqués dans les influenceurs, il y en a qui vont partir sur des paranoïas, des affaires, ça c'est clair. Mais je veux dire, dans le monde en général, je pense que c'est exactement ce qui est arrivé. Petite réaction un peu, fuck, pas encore une guerre, qu'est-ce qu'on fait là? Oui, parce qu'il y a une fatigue. Les Américains, il y a une fatigue de ce que je comprends, ce qu'on me dit souvent quand on fouille un peu et on jase, c'est, les gens sont fatigués, pas juste au niveau financier, c'est au niveau d'abord de se faire haïr, deuxièmement, puis de voir des chums arriver avec éclopés ou encore dans une boîte de bois. Nous autres, on ne vit pas ça, mais dans une famille ou dans un groupe d'amis, ils ont tous quelqu'un qui est arrivé éclopé, il y a tout quelqu'un qui est arrivé dans une boîte. Ils sont tannés de ce prix à payer là pour être la police du monde. Genre, 30 ans, prends, mettons, le Vietnam, 65 à 75, tu as eu une petite pause après. Puis après, tu as eu guerre du Golfe 1 et 2 plus Afghanistan. Et dans le fond, c'est le père plus les enfants et peut-être même les petits-enfants qui ont combattu back à back. Donc, c'est ça. Il y a cette fatigue-là, mais je comprends pour qu'à la fin de la journée... dans le fond, pour les deux guerres, rien. Là. C'est pas comme la Deuxième Guerre mondiale où les États-Unis ont assis leur domination mondiale, libéré l'Europe en partie. Ça n'a rien à voir, là. Exact. Mais c'est cette fatigue-là. Puis je comprends qu'en fin de la journée, ils vont sortir leur drapeau américain, puis ils vont souhaiter que tout le monde revienne en santé, puis que ça se passe bien, puis ils vont se rallier. Mais je sens aussi, puis c'est sûr que beaucoup dans le commentariat, mais aussi chez beaucoup de monde en général. Entre autres, beaucoup dans le milieu conservateur, dans le monde de droite, il y a une fatigue d'Israël. Je ne sais pas si vous la sentez, cette fatigue-là. Ça, c'est une des grosses... c'est qu'est-ce qui fait beaucoup la fracture du mouvement derrière Trump, là, c'est que tu as tous les gars comme Nick Fuentes, beaucoup de monde qui dénonce là, cette proximité avec Israël. Là. Je pense que Tucker aussi, en partie. Je n'ai pas suivi Tucker récemment, mais il y en a beaucoup. Il y a des conspirations à l'effet que c'est ça qui a tué Charlie Kirk, qui avait mis en garde contre... Bon, ça, who knows, là. Mais effectivement, dans le fond, c'est l'idée que les États-Unis sont otages de la politique étrangère d'Israël. Donc, c'est un peu cette idée-là. Dans la tête de ces gens-là, c'est qu'Israël détient une tonne d'informations parce qu'ils sont spécialistes là-dedans, puis il y a du blackmailing à tour de bras, puis ils manipulent, peu importe qui est président, ils manipulent la swamp au complet
par des mains par en arrière qui dirigent tout ce que les décisions que les États-Unis ont à prendre, puis c'est tout mené par Israël. Moi, personnellement, je trouve ça un peu gros, mais on peut pas penser qu'Israël n'a pas énormément de pouvoir. Comment il y en a autant? C'est sûr que c'est un État qui a énormément de pouvoir. C'est un État qui a un pouvoir et un réseau disproportionné par rapport à sa taille réelle. Ça, c'est un fait. Là. Puis c'est pas antisémique, bien au contraire. Au contraire, c'est quand même... C'est un témoignage de leur puissance réelle. Je pense combien dans le monde? C'est 15 millions, même pas, total de Juifs? Même pas. Donc, ils sont dans tous les réseaux, là, dans tous les réseaux de pointe, technologie, médecine, politique, économie. Donc, c'est probablement un des peuples les plus influents sur Terre. C'est un fait, ça. Là, c'est factuel. Oui. Donc, maintenant, à savoir, est-ce qu'il y a un réel complot derrière ça? Moi j'ai beaucoup de misère. Moi, je suis anti-théorie des complots en général parce que quand tu connais un peu la nature humaine, c'est difficile de croire que des choses aussi grosses peuvent demeurer pendant aussi longtemps. Ben, c'est dur surtout dans l'appareil étatique. Surtout dans l'appareil ça. étatique qui est extrêmement inefficiente. Là, donc, de maintenir des complots comme ça. Puis l'humain aussi. L'humain n'est pas étanche. Là. Non, exact. À travers les années, à travers différents régimes israéliens, qu'une espèce de méga complot-là se soit perpétué, c'est difficile à croire. Là, je pense que c'est un alignement des planètes. C'est un alignement des planètes. Un peu, pendant COVID, c'était ça. C'est des tempêtes parfaites. Ça n'a pas besoin d'être un complot mondial dirigé par le WEF. C'est que des intérêts sont alignés périodiquement et que des gens et des intérêts en profitent. Pendant un court moment, c'est 1 ou 2 ans, tout semble s'aligner. Ah, là, évidemment, le complot semble clair, mais c'est simplement des intérêts qui sont alignés pendant un court moment. Là. Mais si tu prends, mettons, l'angle différent, mettons qu'on prend un angle différent, puis on dit, mettons, que les États-Unis, mettons, ils s'en occupent pas de ça. Mettons, ils changent leur politique. Un peu le message que Trump avait au début, mettons, tu dis, les politiques extérieures, on s'en occupe moins, puis bon. Puis tu laisses un peu Israël, à eux autres mêmes, puis là, tu dis, nous autres, on ne s'occupe pas de ça. Et là, entre parenthèses, tu laisses aller l'Iran qui s'équipe en bombes nucléaires, puis au fil des années, ça prend plusieurs années pour ça, mais mettons que l'Iran n'avait pas été watché depuis 25-30, depuis 1979, mettons 20 ans ou 30 ans, l'Iran aurait énormément de têtes nucléaires. On se comprend. S'il n'aurait pas été watché, il n'aurait en crise des têtes nucléaires. Et là, l'affaire, c'est que ces têtes nucléaires-là sont dirigées vers où? Sont dirigées vers Israël. Et l'Europe, c'est ça, exact. Et l'Europe. Si on regarde les têtes nucléaires, mettons, tu dis un pays comme le Pakistan. Le Pakistan a des ogives nucléaires, mais sont tournés. C'est ça, mais ils sont tournés vers qui? Ils sont tournés vers l'Inde. C'est là qu'ils sont tournés. Ils ne sont pas tournés vers la Chine, puis ils ne sont pas tournés ailleurs. Ils sont tournés vers l'Inde. Eux autres, c'est un moyen de négociation, c'est un rapport de force entre les deux. Mais je reviens à mon histoire américaine. Les Américains s'en calissent. Puis ils décident justement de prendre une politique différente, puis tout ça. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher parce que le plus grand pays chrétien au monde, c'est les États-Unis d'Amérique, qui ont à peu près 255 millions de chrétiens aux États-Unis. C'est le pays le plus chrétien au monde. Et le berceau de la chrétienté, c'est pas mal Jérusalem. Donc, l'affaire, c'est que pour 255 millions de chrétiens, t'abandonnes le berceau de la chrétienté, ça peut pas arriver. Ouais. Pas première fois que ça arrive, là, Jerry. Là, il y a eu une couple de croisades là, dans le passé. Mais les croisades partaient dans le temps médiéval. Les croisades partaient de l'Europe à cheval, les croisés. Ils partaient à cheval pour aller défendre Jérusalem. Donc, là, tu vas sur dire, 1000 ans, genre, sur 500 ans, à peu près. Sur 500 ans, c'est exactement ça. Non, une affaire de fou. Non, mais quand tu penses, l'affaire, c'est que ce que je veux dire, c'est que les États-Unis, ils peuvent prendre cette décision. Ils peuvent le prendre, la décision, mais ils ne la prendront jamais.
Mais la réponse, il y a une frange aussi, tu sais, ce qu'on appelle ça date pas d'hier, ça date pas de Carlson, puis voyons, comment il s'appelle le bonhomme, Ron Paul. Là. Il y a une vieille, tu sais, il y a ce qu'il appelle la vieille droite. Il y a une droite américaine depuis les tout débuts qui était assez isolationniste, dans le sens que on laisse faire le reste du monde, on va s'occuper de nos affaires. Le père de Warren Buffett était de cette droite-là. Je pense que c'est Jim Buffett ou c'est un sénateur. Ou un congressman, je pense, un des deux. Et était très favorable à cette droite-là. On va laisser faire le reste du monde. Tout ce qu'on peut faire, nous autres, c'est... c'est plus la tranche libertarienne. Oui, exact. Les libertariens émanent de cette vieille droite-là. Comment il s'appelait? Comment il s'appelait le républicain des années 80-90? Je sais de preacher. Ça, c'est cette droite-là aussi là, qui était... Parce qu'il a toujours été démonisé un peu comme des Mongols. Pat Buchanan, quelque chose. Buchanan, exact. Buchanan est là-dedans aussi. Il y avait même une ligne de pensée dans les années 30-40 qui disait on devrait même pas intervenir en Europe. En Europe, c'est ça. Les nazis puis les soviétiques vont se battre, puis whatever happens, ça ne concerne pas les États-Unis. C'est débattable, mais c'est-à-dire que c'est un courant de pensée qui existe depuis longtemps, ça, aux États-Unis. Ce que Jerry dit, là, d'intervenir directement ou de carrément de ne pas se mêler de ça. Puis, on dealera après avec les conséquences. C'est sûr qu'à partir du moment que l'arme nucléaire arrive, ça change la game. Là. À partir de quoi? À partir de l'après la Deuxième Guerre mondiale, là, tu as des pays qui ont réussi à atteindre le stade d'arme nucléaire. Puis, tu sais, depuis que c'est arrivé, en fait, c'est sûr que il y a toujours le spectre de la guerre nucléaire terminale qui va mettre fin à la vie sur Terre. Mais depuis que c'est arrivé, au contraire, ça l'a comme normalisé les conflits, dans le sens que tout le monde calcule, tout le monde regarde. Et c'était plus juste théorique. Là, le monde a compris que c'était pas vrai. Là. Ben non, exact. Là, ça a mis un peu un couvert sur la marmite. C'est un peu paradoxal. Tu veux dire, la menace a amené une accalmie, parce qu'il y a beaucoup moins de conflits en général. Parce que tu remontes avant dans les années... tu remontes quelques centaines d'années, il y avait des conflits constants en Europe. Là, donc... les gens pensent à tort, il y a plus de guerre qu'avant. Non, en général, il y a pas mal moins de guerre qu'avant. Là. Joe Hamel, thank you, man. Cheers. Pirate. Radio Pirate. Pirate.com. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. OK, la journée préférée de beaucoup de gens, c'est mardi. Boursicotage avec notre chum Jerry, que vous pouvez suivre sur Substack, version gratis pour notre ami Jerry sur le Substack, mais également pour les gens qui en veulent un peu plus, même beaucoup plus. Il y a une version payante où Jerry vous entretient de tous les sujets et plus encore qu'est-ce qui vous jase dans le boursicotage. Et justement, on commence tout de suite, Jerry. On commence avec un stock qui brasse pas mal, un stock qui c'est tout relié à la guerre avec l'Iran. Ah oui, un stock de guerre. Oh, c'est pas beau la guerre. C'est pas beau la guerre, c'est pas beau pour personne. Mais pour le boursicotage, ça peut être intéressant. C'est comme ça. Quand on parle d'argent, quand on parle d'investissement, il n'y a pas beaucoup de cœur, puis il n'y a pas beaucoup de... On parle de cash. Là. On veut faire de l'argent. Donc, il y a un stock... C'est un beau yo-yo pour les traders actifs. Parce que il y a une partie des boursicoteurs qui bougent plus que les autres. Ils vont faire plus de transactions dans la semaine, plus de swing trading. Puis il y a d'autres investisseurs, d'autres boursicoteurs qui vont jouer quelque chose. Puis, c'est-à-dire, ils vont le garder pour le moyen et long terme. Mais il y en a plus qu'on pense qui sont actifs, sont très actifs. Et quand tu embarques dans un stock actif, c'est ça. Enfin, quand tu es actif, tu veux une place où il y a du volume. Ça prend du volume. Ça, c'est essentiel.
Et justement, un stock, on va dire, assez yo-yo, qui brasse beaucoup. Tu sais, il y a un volume moyen d'à peu près 92 millions d'actions qui changent de main par jour. C'est pas rien. Puis, comme je vous dis, on est enregistré présentement lundi après-midi, en fin d'après-midi. Donc, il y a énormément de volume dans la journée d'aujourd'hui. Là, on est demain. Et le nom, c'est Ondas Holding. ONDS Nasdaq. Oh boy. Oh non. Oh boy. C'est. J'ai fait un texte sur Ondas avant les fêtes. Je pense que c'est le 1er décembre. Justement, j'ai fait un texte sur Ondas sur mon Substack. Et la compagnie, en gros, basée à West Palm Beach, Floride, ondas.com, ONDAS.com. Là, on parle ici de drones. On parle ici de drones sur toutes les formes. En premier lieu, les drones commerciaux. Donc, on parle surveillance de pipeline. Il y a des lignes de pipeline. Donc, surveillance de pipeline. Après ça, dans le ferroviaire, beaucoup de drones dans le ferroviaire. Donc, les trains, la surveillance des trains. Est-ce que les trains sont à l'heure, telle affaire. Il y a plein de données que les drones vont envoyer. C'est toutes les plateformes aussi, toutes les prises de données que les drones vont ramasser pour les entreprises, justement, dans les pipelines, dans le ferroviaire. Donc, vous voyez un peu le côté commercial de la patente. Et l'autre partie de Ondas, ben, c'est l'armée. C'est la défense. C'est la police. Donc, des drones air, des drones qui volent, et des drones terre aussi, des drones qui roulent. Donc, ils ont plusieurs belles petites machines et eux autres, c'est vraiment leur business. Et c'est pour ça que, en ce moment, ce stock-là, ben depuis un bon bout, on va dire depuis 3 mois, même si ce n'est pas plus, beaucoup de spéculation. C'est le genre de stock, à un moment donné, il y a plus de spéculation que de nouvelles. C'est ça qui attire le monde aussi. Oui, il y a des nouvelles. Comme une des dernières nouvelles, ils ont vendu du matériel anti-drone. C'est drôle à dire. Parce qu'il y a un aéroport, un grand aéroport. Ils nomment pas l'aéroport, c'est normal, parce qu'eux autres, ils ont de l'équipement, puis il faut qu'ils restent un peu secret d'une façon. Mais il y a un grand aéroport européen qui vient de signer un contrat avec Ondas. Donc, c'est pour sécuriser l'aéroport. Donc, c'est un aéroport avec des drones. Il y avait un aéroport d'Europe, je ne sais pas si l'année passée, qui avait vu voler plusieurs drones. Puis, c'est quoi ces drones-là? Des fois, c'est des bouffons. Des bouffons avec les petites machines sont au bout de la piste. Mais il y a des vrais méchants là, qui peuvent faire du trouble. Là. Donc, système anti-drone, s'il y a une attaque de drone, ils peuvent répondre par des drones. Vous voyez un peu patente, là? Donc, c'est quand même un contrat intéressant. Mais c'est le genre de compagnie, comme je vous dis, qui va être drivé par les nouvelles. En ce moment, c'est un stock qui est drivé par plus de spéculation que de nouvelles. Mais c'est une espèce de poudrière. Ça ne prendra pas grand-chose pour faire popper ce stock-là. Là. Oui, des fois, il peut être tannant parce qu'il y a des bonnes variations. Mais c'est ça que les traders actifs recherchent. Des bonnes variations. Plus 5, plus 6, plus 7. Oh, boum, en bosse. Moins 5, moins 6, moins 7. Ça, vous voyez un peu la patente, là? Non, ça brasse, là. Mais je crois que Ondas, tranquillement, pas vite, autrement dit, l'entreprise est très connue. Si tu recules d'un an, c'était moins connu. Aujourd'hui, c'est très, très connu. Là. C'est un peu comme comment dire, c'est une vedette là, de la bourse, là, ONDS. Là. Beaucoup de volume, beaucoup de monde qui vient de faire un tour. Donc, ça va prendre des nouvelles, et les nouvelles, ben, je sais ce que le monde attend. Là. Le monde attend des gros contrats du gouvernement américain. Là. C'est ça que le monde attend. Oh oui, il y a des contrats qui arrivent, comme je dis, pour l'aéroport. Après ça, ils ont signé un contrat
de 30 millions de dollars en Israël pour des véhicules pour le déminage. Donc, l'espèce de pouce-pouce, ça se promène, puis il fait du déminage. Donc, des drones démineurs. C'est notre business. Contrat de 30 millions en Israël, puis il paraît que ce contrat-là, il peut être renouvelé là, sur plusieurs années. Donc, c'est un peu ce que la compagnie explique. Donc, c'est une compagnie qui a fait plusieurs acquisitions dans son passé. Donc, ils ont acquis plein de petites entreprises, des petites entreprises qui ont des technologies précises, donc des technologies qui ont besoin. Là, ils vont les acheter. Donc, c'est un stock très spéculatif, il faut le dire. Il y a beaucoup de spéculation. Les swingeux vont adorer ce genre de stock-là parce qu'il y a beaucoup de volume. Et ceux qui achètent pour le moyen-long terme, ça peut être une alternative, ça peut être quelque chose d'intéressant. Parce qu'on est là-dedans, là. C'est la nouvelle guerre. C'est la réalité de 2026 et du futur. On le voit avec la guerre en Ukraine puis les Russes. Tabarouette, les drones attaquent les soldats sur le terrain. On est dans un autre monde. Fait que ce monde-là, ben, ça va prendre des drones. Puis eux autres, ben, il y en a d'autres compagnies de drones en bourse, il y en a plein d'autres. Mais Honda, ça fait partie un peu comme des chouchous et du monde qui attendent gros. Donc, c'est une compagnie qui va bouger beaucoup avec les nouvelles. Et justement, Oppenheimer, la firme, la banque d'affaires, ils ont relevé leur prix cible. Donc, je pense qu'ils ont monté leur prix. Je pense qu'ils étaient à 12 piastres ou 13 piastres. Puis là, ils ont monté leur prix cible à 16 US. Et au moment où je vous parle là, l'action est à 10,90. Puis, je veux dire, ça brasse, puis il est en hausse. Mais, comme je vous dis, demain, il peut perdre 5-6. Puis après-demain, il peut perdre un autre 5-6. Après ça, il peut reprendre un 8. Là, il brasse, il faut le dire. Mais quand même, Oppenheimer a monté la prix cible pour la compagnie. Donc, le target est monté à 16 piastres US. C'est un stock qui faut surveiller. Puis, une affaire que j'aime aussi, par rapport à Hondas, c'est ça qui titille un peu le monde. C'est quand tu lis un peu entre les branches, là, ce qui énerve un peu le monde, c'est que à la fin janvier, donc il y a quelques semaines, il y a 3-4 semaines, là, à peu près, il y a le mois de janvier, fin janvier, ça fait 4 semaines. L'affaire, c'est que un de leurs drones, je ne me rappelle pas c'est quoi, je pense que c'est Optimus, le nom. Donc, un de leurs drones, il a été, il a été mis sur il appelle ça la Blue List. Donc, c'est comme une liste utilisée par, c'est un genre de catalogue, si on peut dire, utilisé par le département de la défense américaine. Donc, ce qui arrive, c'est qu'il faut, pour que la défense achète quelque chose, il faut passer comme des genres de tests et passer une espèce de processus. C'est sûr que les Américains n'achèteront pas des drones faits en Iran. Là. Donc, ils vont acheter des drones israéliens ou des drones américains. Ça ressemble pas mal à ça. Là. Donc, la fait, c'est que quand tu passes ce processus-là, bien, tu tombes sur l'espèce de catalogue, ils appellent ça Blue List, là, ce que j'ai compris. Et là, à partir de là, quand tu es sur le catalogue, bien, les commandes peuvent entrer. Et un des drones de Honda est dans le catalogue. Fait que vous voyez un peu patente, là, spéculation, ça brasse, il y a du volume. Donc ça, c'est du pur boursicotage. Vous aimez ça? C'est un stock pour aller... Puis c'est ça, en fait, c'est que ceux qui ont la gâchette facile un peu, bien, tu veux dire, tu ramasses ce stock-là, il est en baisse, tu le ramasses, tu le revends 2 jours, 3 jours après à plus 3 plus 4 Il y a moyen de moyenner. Avec un peu de cash, quelqu'un qui veut swinger là-dedans, ça peut être intéressant. Juste dire un bravo à ceux qui sont encore dans l'or, parce que j'avais reçu quelques messages. Je vais dire, Jerry, t'as-tu embarqué dans l'or? Vous savez, le running gag, Jerry, quand l'or va planter, c'est que Jerry va avoir embarqué. Ça, c'est une... Depuis que je boursicote avec Jeff, c'est un peu comme une joke, parce que moi, j'ai jamais fait réellement de l'argent avec l'or. J'ai taponné là-dedans là, depuis Christophe. Là. Moi, je boursicote depuis 1994. Imaginez, ça fait quand même un bout. Là. On était dans les premiers sites web de trading là,
en 94, 95, 96. Là. Ça fait quand même un bon bout. Puis l'or, j'ai jamais bien catché, si on peut dire. J'ai bougé dans l'or, j'ai fait des affaires, puis j'ai jamais réellement, peut-être une fois, j'ai fait un peu d'argent. Mais pour moi, c'est comme un peu de taponnage. Puis je me disais, quand je vais embarquer dans l'or, ben l'or va planter. C'est une joke. Mais la joke, les gens, ils l'aiment. Fait que là, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit fin janvier? Jerry, t'es embarqué dans l'or. Puis l'or montait. Puis on sait tout on connaît toute la ride que l'or a faite. C'est inimaginable. Là, il est monté jusqu'à 5600 piastres US. Puis après ça, en quelques sessions, quelques journées, il a planté. Pas mal. Quasiment 20 là. Même peut-être un peu plus que 20 Là, il y a du monde qui a dit Jerry est embarqué dans l'or. Là, l'or crash. Mais ceux qui ont eu les nerfs solides il n'y a pas longtemps, ben là, en ce moment, ils récoltent. Ils récoltent parce que l'or reprend. Et là, ça va très, très bien. Fait que si on regarde le graphique de l'or, ça va vraiment bien. Donc, on était quoi? 5330 quelques piastres. C'est-à-dire c'est un beau comeback. Là. Oui, il a perdu. Il a perdu rapidement en plusieurs jours, mais là, c'est un très, très beau comeback. Moi, je pense que si l'or se maintient au-dessus de sa moyenne mobile 50 jours, comme il est là présentement, je pense que c'est parce que dans la drop qu'il a faite, il n'a pas tombé en bas de la moyenne mobile 50 jours. Mais donc, s'il se maintient au-dessus, ça peut être intéressant pour le long terme. Moyen long terme, on peut faire encore une ride. C'est-à-dire, combien, je ne sais pas. Mais c'est quand il est parti de 5600 puis il est tombé à 4600, ça a shaké la patente. Là. C'est la moyenne mobile à l'époque, il faut reculer, mettons, d'un mois. La moyenne mobile, 50 jours, était à peu près à ça, là, à 4600. Il y a eu le support, le gardé là. Après ça, il a remonté un peu, puis il a redescendu sur le support, puis là, il a continué à monter. Moi, je pense que la moyenne mobile 50 jours, c'est excellent si on regarde le graphique, mettons, sur 6 mois à peu près. Là. Mais l'été passé, là, en mai, en juin, en juillet, collé sur la moyenne mobile 50 jours. Donc, haussière. C'est toute beauté, là. C'est fantastique. Fait que, félicitations à ceux qui ont eu les nerfs solides, puis il y a du monde qui ont dit ah non, c'est le temps de s'en aller de là. Puis il y a du monde qui ont vendu à perte, pas des pertes. Pensez à ça, là. Il y a du monde qui ont embarqué dans l'or, puis ils ont débarqué de l'or. Là, tu te dis, tu fais de l'argent dans l'or. J'ai perdu de l'argent. Tu dis, c'est pas possible. Ben oui, c'est possible. Ben oui, c'est possible. Parce qu'ils ont embarqué à 5500, ils ont eu la chienne, ils ont débarqué. Là. Ben, 2-3 semaines après, c'est reparti. La bourse, ça brasse. Là. Ça brasse pas à peu près. Et bravo pour ceux qui sont là depuis un bout. Les earnings, il reste un peu. C'est des petites affaires qui restent dans les earnings. Cette semaine, il y a Target. Target qui est sur le close, TGT. Target, c'est tout. Target, là, c'est vraiment comment dire, c'est une sortie de trappe, là. La balle est dans la trappe, est enfoncée dans le sable. Tes yeux fermés pour avoir du sable dans les yeux, puis tu frappes. La balle cogne une pelle, elle rebondit sur le green, puis elle roule dans le cop. C'est ça qui s'est passé avec Target. Là. Personne ne voulait du Target. Personne voulait du Target avant Noël. Là. Personne. Ils ne veulent rien savoir de ça. Mais là, la fin, c'est que les earnings, fin novembre, je pense que c'est début décembre, et les earnings, ils ont battu les prévisions des analystes qui étaient très sévères, pas fins, très sévères sur Target. Donc, Target a battu les analystes. Mais là, la fin, c'est que la tendance, quand même, il est parti de 93$, il est monté à 113$. Ça fait quand même 20-21% là, de hausse. Puis le graphe s'est amélioré. Donc, moi, je pense que. Puis que Target, oui, ils ont eu un peu un passage à vide.
Le passage à la ville n'est pas compliqué. Là. Puis, il y a du monde dans les magasins. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est chaîne d'approvisionnement. C'est ça l'histoire. À un moment donné, il y a des magasins qui avaient du stock, puis là, ils n'ont plus de stock. Puis ça prend du temps pour avoir le stock. Là, le client rentre, ils n'ont pas le stock. Oui, il y a pas patente, là. Mais le client, il achète ailleurs le stock, ou il prend d'autres choses, ou il est en crise. Fait que, oui, c'est ça, patente, là. Et nouvellement, il n'y a pas si longtemps que ça, une utilisation de l'AI. Donc, l'AI est utilisé dans l'entreprise de plus en plus. Et il y a un fonds activiste qui est pas mal incrusté dans la compagnie. Puis eux autres, le fonds activiste, là, eux autres, ils veulent améliorer. On le voit les résultats un peu du fonds activiste. Ils veulent améliorer ce qui se passe en arrière. Tu es dans le magasin, mais justement, la logistique, la chaîne d'approvisionnement, l'AI, moderniser plus la patente. Eux autres, ils ont poussé beaucoup là-dessus, puis on voit que les activistes, c'est pas toujours. Je comprends que c'est plate d'avoir un activiste qui rentre dans ton entreprise, qui sont baveux comme le Christ, mais la fait, c'est qu'eux autres, ils veulent changer des choses. Puis, ça veut dire, à un moment donné, il y a du monde dans une cage à homards depuis longtemps. Puis, les autres, ils disent, ouais, mais là, moi, je suis dans Target, il faut que ça marche. Et la fait, c'est que les activistes aussi, ils veulent améliorer l'offre de bouffe de Target. Donc, ça, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec ça. C'est-à-dire, c'est peut-être pas leur spécialité, Target, autant que Walmart. Mais ils veulent améliorer le côté nourriture. Parce qu'ils se disent nourriture égale, tu amènes du monde dans place. Et aussi, peut-être un peu sur le web, sur tes produits, je ne sais pas tous les détails, mais le côté alimentaire, ils veulent améliorer ça. Donc, Target, qui est sur il faut le dire, qui est sur une bonne tendance. Ça, c'est le fun à voir. Puis ceux qui. C'est un bon stock de retail, puis il y en a qui ne l'ont pas cru, là. Je vous le dis, là, ça va pas longtemps. C'est tout un retournement pour Target. Puis là, soudainement, il est donc bien beau. Tu sais, je me promène dans mes patentes. Tu sais, j'ai parlé, c'était en décembre dernier. Je fouillais dans mes affaires, puis à un moment donné, je dis, il y a un stock québécois, D-Box. Tout le monde connaît D-Box, là. C'est les sur basé à Longueuil. Je fais une chronique là-dessus. Pirate, boursicotage. Donc, expérience haptique qu'ils appellent. Donc, expérience immersive, les sièges qui bougent, les vibrations, le cinéma, le gaming, les courses de char avec les sièges D-Box. C'est une belle business, beau produit. Il y avait un nouveau contrat, justement, Australie, Nouvelle-Zélande pour les salles de cinéma. Extension aussi chez Cinemark aux États-Unis, donc des nouvelles salles avec du D-Box dedans. Tout était parfait. Puis la face, c'est que moi, je n'avais parlé parce que je trouvais que le graphique était vraiment intéressant. Le stock était sur une lancée. Puis c'est un penny stock, c'est un petit stock. Puis en novembre, ça valait quoi? 40-45 cents. Ça se met à monter tranquillement, pas vite. Ça se met à monter. Puis là, quand j'en ai parlé, j'ai dit, wow, t'as un peu, là, ça va où, des box, là? Là, il était rendu 90, 95 cents. Puis il dit, ça en va où, là? Là, il a monté, il est allé toucher à la pièce. Mais il a pas repassé à la pièce. Boum! Boum! Il n'a pas passé une scène. Là, il a collé sa pièce puis il est redescendu. Mais le graphique est encore beau. En fait, c'est que D-Box, le graphique est beau. Tu regardes le graphique, tu te dis, OK, c'est intéressant, vraiment intéressant. Mais il est sur les 19 cents présentement ou dans ce coin-là. Mais là, l'affaire, c'est que il y a du vidangeage. Ça, c'est plate. Moi, j'aime ça. Surtout ces petites entreprises-là, ben, quand tu as des insiders, c'est ceux qui achètent. C'est ça l'histoire de D-Box aussi. Ça achète. Mais là, il y a un insider qui s'appelle c'est Mark Daniel. Donc, lui, c'est un directeur indépendant qui est dans la compagnie. Il est sur le comité de l'audit de la compagnie. Et lui, justement, c'est un investisseur activiste qui a embarqué, lui, il y a quelques temps dans D-Box. Et là, il s'est débarrassé de 35 % de sa position. Ouais. C'est 2,5 millions d'actions qui ont été vidangées entre 74 cents et 80 cents.
la semaine passée. Là. C'est dole. C'est dole à savoir. T'sais. Moi, je ne fais pas de recommandation d'achat, mais j'aime mieux le dire. En ce moment, la fin, c'est que le graphique, il est bien. Il est parfait, il est correct. Mais de savoir qu'un insider vidange, c'est le petit bout qui m'énerve. Mais, ça veut dire, c'est peut-être que le gars a besoin d'argent, puis on fait ce qu'on veut de notre argent, en fait. Le gars a peut-être besoin d'argent pour faire d'autres choses. Pas de problème. C'est son affaire. Mais c'est quand même 2,5 millions d'actions qui sont parties dans le coin. On fait un prix moyen sur les 15 cents. Bing, parti. Goodbye. Bon, oui, il en reste des actions. Je comprends. Mais quand même, c'est un insider qui en a vendu une partie. Et j'aimais mieux vous le dire parce que c'est-à-dire qu'il y a du monde parce que les penny stocks, ça attire beaucoup de monde. Parce qu'il y a du monde qui ont des petits portefeuilles de 2-3 000 $. Ils ne peuvent pas aller dans des gros stocks. Ils s'intéressent aux penny stocks. Mais peut-être, ça veut dire, c'est belle entreprise, mais comme c'est ça. Ça va prendre des nouvelles, ça va prendre des contrats, ça va prendre des box. Bon. Je le surveille du coin de l'œil, mais ça me refroidit un petit peu, si je peux dire. Un autre, on parle de transactions d'initiés ou les insiders. Il y a un gros mouvement dans une compagnie à Toronto. Le code, c'est AIF à Toronto. Ça s'appelle Altus Group. Altus, c'est... qu'est-ce que c'est quoi Altus? C'est une firme d'évaluation immobilière. Donc, eux autres, ils ramassent énormément de renseignements, tout ce qui a rapport à l'immobilier. Ils ont des logiciels de gestion immobilière. Ils ont des outils d'analyse dans le domaine de l'immobilier. Donc, un peu, c'est leur business. C'est quand même... Puis ils font affaire un peu partout dans le monde. C'est quand même une compagnie assez impressionnante, leur business. Et là, l'affaire, c'est que il y a eu quand même 340 000 parts qui ont été achetées market. Quand? Ben, là. Ben, il est là. Le 26 février. Le 26 février, c'est quand, ça? Ben, c'est jeudi passé. Ça fait pas longtemps. Là, on parle de 340... C'est le 26 et le 27 février. Là. C'est 340 000 parts qui ont été achetées au marché entre 45,90 $ et 46,50 $. C'est beaucoup de sous, ça. Beaucoup, beaucoup de sous. Donc, il y a plusieurs insiders. Il y a eu beaucoup d'achats. Et si on recule dans le passé, à un moment donné, je crois que c'est en juin aussi, il y a eu une espèce de boom d'achats d'insiders. Donc, on regarde un peu l'historique. Il n'y a pas de vendeurs, beaucoup d'acheteurs d'insiders. Donc, c'est une business qui a 50 millions de revenus. Low float. Hein? Pas beaucoup d'actions sur le marché. 35 millions d'actions sur le marché seulement. C'est très, très peu. Donc, sur un an, c'est un stock qui a varié entre 36 $, 36 et 63 $. Là. Quand même pas pire variation sur un an. Mais c'est le fun de savoir qu'il y a des insiders qui ont loadé le camion pas mal. Là. Dans le coin de 46 $ ou à peu près. Donc, c'est bon à savoir. Le code AIF à Toronto, Altus Group, des insiders qui achètent. C'est le fun. Bon, ben les boursicoteux sont contents. Ils ont eu leur boursicotage avec nul autre, l'extraordinaire Jerry. C'est fait. Ça taponne. Le stock taponne. Le stock taponne. Un autre boursicotage mardi prochain avec Jerry. Pour plus de stock, allez sur Substack, Jerry le boursicoteur. Jeff Filion.